Welcome to Liven and Marcelo's Criminology Podcast, a podcast hosted by Marcelo Aevi from the University of Lausanne, Switzerland, and Lieven Pauwels from Ghent University, Belgium. We aim to draw a map of the state of criminology across Europe through the words of contemporary criminologists. How is criminology defined and taught? Which are the main lines of research? Which are the main schools of thought in each country? These and many other questions are answered here by fellow researchers who share their vision on the development of criminology in their countries from its beginnings to the second decade of the 21st century. If you want to know and compare their stories, stay tuned. Today we are interviewing Michel Born. Michel Born is Professor Emeritus and former Dean at the Department of Psychology at Liège University in Belgium. He is a clinical psychologist by formation and he wrote a major textbook in French on the psychology of juvenile delinquency and on effective interventions for juveniles. Juvenile delinquency and its development to the life course is one of his key research topics. He played a major role in the Belgian ESRD project, being responsible for the data collection in Walloon cities. This interview was conducted on the 14th of February 2023 and the interview is conducted in French. Bonjour Michel Born et bienvenue au podcast de criminologie de Lieven et Marcelo. Bonjour Michel Born, bienvenue au podcast. On est vraiment content d'avoir la possibilité de conduire un interview. Je suis content aussi d'être là, que vous m'ayez invité. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors juste pour briser un peu la glace, si tu devais définir la criminologie telle qu'elle est enseignée, on peut se centrer sur Liège. Hein? Oui. Quelle définition tu prendrais? Moi, c'est clair. Pour moi, la criminologie, c'est une multidiscipline. C'est une rencontre et un cumul des disciplines du droit, de la psychologie, de la sociologie, pour citer les principales, sans oublier la médecine, bien sûr. Et donc, c'est vraiment une discipline multidisciplinaire. Et moi, je suis vraiment un chaud partisan de cette multidisciplinarité. Et je pense que ça a toujours été le signe de la criminologie liégeoise. Bien sûr, un fort ancrage dans le droit. D'ailleurs, si vous voulez, on reparlera un petit coup de cette histoire de la naissance de la criminologie à Liège. Mais l'ancrage dans le droit est resté très fort. Mais il y a toujours eu directement, dès que la criminologie s'est lancée à Liège, cette volonté d'associer des enseignants venant des disciplines, des enseignants nommés dans les autres facultés. Parce qu'à l'origine, la criminologie était rattachée à la faculté de droit, mais a eu assez rapidement un statut, enfin sa naissance, elle a eu le statut d'école de criminologie parce que les fondateurs, donc je parle de 1947, hein, d'ailleurs pour l'anecdote, la criminologie a le même âge que moi. C'est pas moi qui ai lancé la criminologie, j'étais quand même encore vraiment trop jeune, mais dès l'origine, donc, ils ont associé des professeurs qui étaient nommés titulaires professeurs en médecine, en psychologie, en neurologie aussi, et en sociologie. Et c'était vraiment la force, et de lui donner un statut d'école et non pas de département du droit. Donc, il y a eu une vraie naissance, et le président de l'école de criminologie avait une reconnaissance quasiment comme un doyen. Donc, mais ça montre que la criminologie était une entité à part, mais regroupant les autres. Et aussi, historiquement, c'est une faculté, une école, mais donc c'est centré sur l'enseignement. Liège, à l'origine, et je pense qu'à Louvain, donc à
à l'université, à l'UCL, à Louvain et Louvain-la-Neuve maintenant bien sûr, hein, et à Bruxelles, ça a été un peu la même chose, c'est-à-dire centré sur l'enseignement. Et d'ailleurs, au départ, l'enseignement était surtout à destination des gendarmes. Et là, ça s'est fait exactement de la même manière qu'à Gand, puisque l'université de Liège et l'université de Gand étant des universités de l'État, elles avaient mission de recevoir les candidats officiers de gendarmerie pour 2 années de formation en criminologie. Donc c'est vraiment ça qui a fait naître l'école de criminologie, c'est donner un enseignement supplémentaire à ces gendarmes dans une immersion dans une société avec une formation universitaire. À ces gendarmes se sont joints quelques civils intéressés par le milieu pénitentiaire, peut-être certains qui avaient envie de devenir directeur de prison, et ils trouvaient dans la criminologie une sorte de diplôme qui allait reconnaître une compétence assez générale. Donc, la recherche, chacun, en tant qu'universitaire, pouvait faire de la recherche, mais la recherche n'était pas le cœur de la naissance de la criminologie. C'était vraiment la formation. Est-ce que c'est un mouvement local en Wallonie ou est-ce que c'est un mouvement national pour créer des écoles de criminologie? Alors, bon, je ne connais pas les dates de naissance de Louvain ou de Bruxelles. Et comme je vous l'ai dit, j'étais beaucoup trop jeune pour vraiment être un témoin direct. Moi, je suis arrivé dans la criminologie après mon diplôme de psychologie, hein, ma licence à l'époque, comme on disait, de psychologie, donc 5 années de formation universitaire. Et je suis arrivé à m'intéresser à la criminologie donc en 1969, 68-69, quand j'ai fait mon mémoire sur les jeunes délinquants dans des maisons à l'époque qui étaient les émanations des maisons de redressement, je me suis intéressé à la délinquance juvénile. Donc j'ai commencé à voir qu'il y avait évidemment des auteurs sur la question et certains parlaient de criminologie. Et c'est là, évidemment, j'ai pris des cours, je me suis formé à la pénologie, à la procédure pénale, et voir ce qui était spécifique du droit de la jeunesse. Et à l'époque, c'était une certaine mademoiselle Aynen qui donnait le cours de protection de la jeunesse. Et donc, toute la structure. Mais voilà le cheminement. Quand je l'ai pris en cours de route, moi, c'était déjà, il y avait déjà un criminologue à Liège, c'est-à-dire Georges Kellens. Et Georges Kellens était un assistant de droit pénal qui a fait son doctorat en matière de crime en col blanc et qui a été reconnu comme étant une discipline du droit pénal, mais émanant de la criminologie. Il a tout de suite fait, d'ailleurs, à cette époque-là, un dictionnaire de criminologie qui a été très largement diffusé. Et ça fait une sorte de naissance de la criminologie par un criminologue qui était un pénaliste, au fond. Et je pense que dans les autres universités, ça a été à peu près la même chose. J'imagine que Louvain, je pense savoir qu'à Louvain, il y avait, là, c'était Christian de Beust, que j'aimais beaucoup, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui portait la criminologie psychologique. Parce que Louvain a probablement eu une naissance et une gloire précédant celle de Liège, on va dire, grâce à Étienne de Grève. Et Étienne de Grève, dans les années 45, donc vous voyez, ça correspond un peu quand je dis la naissance de la criminologie à Liège en 47. Donc, dans ces années-là,
il y avait déjà là un professeur de criminologie, mais de médecine, enfin d'expertise, bon, amour et crime d'amour, âme criminelle, etc. D'ailleurs, je suis très fier, je me lève, mais j'ai dans ma bibliothèque des livres de Étienne de Grève, et ça c'est ma petite histoire en même temps que et je parlais du livre de George Kellens, Le crime et la criminologie, mais donc, dans ma petite histoire personnelle, je suis très fier de me revendiquer un peu comme un petit-fils d'Étienne de Grève, parce que cette filiation, je me suis intéressé en faisant mon mémoire donc de psychologie aux jeunes délinquants, au processus criminel. Et le professeur qui s'appelait Gaston Chabert, qui venait du Luxembourg et bon, psychologue dans des prisons à Luxembourg et venait donner un petit cours de psychologie de la délinquance, c'est son héritage que j'ai reçu. Eh bien, Gaston Chabert racontait les séminaires qu'il avait suivis avec Étienne de Grève. Et donc, il m'a transmis un peu ce que, en tant qu'assistant, je buvais ses paroles et son expérience de rencontre avec Étienne de Grève. Donc, il y a Étienne de Grève, dans les élèves de Étienne de Grève, il y avait Christian de Beust, et puis il y avait encore un autre dont le nom m'échappe, et Gaston Chabert faisait partie de cette bande. Donc je me revendique un peu comme petit-fils, voilà, de cette criminologie clinique que j'ai essayé de garder maintenant avec d'autres apports plus récents, plus modernes. Pour Bruxelles, je pense que le droit pénal et oui, la pénologie ont été plus fondateurs, je crois. Mais bon, parce que là, alors, dans la succession, il y a Philippe Marie, par exemple, qui a repris la succession de la recherche en pénologie. Donc voilà, le contexte, je pense, est un peu le même. Je vous ai dit pour les étudiants gendarmes, Liège et Gand, Bruxelles et Louvain ne les avaient pas. Donc, on a eu tout de suite une population d'étudiants plus civile, plus laïque, on va dire, si on ose. Ok. Et alors, tu fais ton mémoire sur la délinquance juvénile. On va revenir plus tard sur ta vision de comment la délinquance juvénile a évolué à travers ta vie professionnelle, hein, parce que tu as commencé avec ça, mais juste pour compléter un peu. Et à ces moments, donc, tu rejoins à quel moment l'école à quel moment tu la rejoins pour enseigner, disons? Ah, ouais, mais moi, je suis vraiment pas un produit académique, hein. Je fais un bref résumé. J'ai commencé à travailler comme psychologue. Donc, j'ai fait mon mémoire sur la délinquance juvénile. Je n'ai pas eu de boulot dans le secteur parce qu'il fallait que je travaille. Donc, en 1970, j'ai eu tout de suite un travail avec des personnes, des enfants handicapés. Puis, je devais faire mon service militaire, mais j'ai préféré aller 2 ans au Congo pour être enseignant de psychologie, pédagogie, philosophie et j'en passe. Une très belle expérience. Et pendant mes loisirs là-bas, parce que quand même, bon, il n'y avait pas tellement de lieux culturels et plutôt que de lire des romans, je lisais les traités de droit pénal, de procédure pénale, etc. Et de médecine légale aussi, pour étendre ma culture. Et j'ai commencé alors à penser à un doctorat. Mais en revenant en Belgique, je pensais toujours à faire un doctorat, mais il fallait bien que je gagne ma vie. Il n'y avait pas de poste à l'université. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans. J'ai eu tout de suite la chance j'avais postulé, une place de psychologue dans ce qu'on appelle maintenant IPPJ et qui s'appelait à l'époque EOE, Établissement d'observation et d'éducation de l'État, ce qui était une nouvelle mouture des établissements de redressement que notamment Étienne de Grève avait décrit à certains moments.
Et d'ailleurs, cette histoire, je l'ai vécue en parallèle. J'ai toujours parlé à mes étudiants d'un bouquin que je trouvais remarquable de Béatrice Coupel qui s'appelle Marguerite B. Et elle décrit le cheminement de la criminologie théorique en rapport avec ce qui se passait dans les maisons de redressement en France, et notamment, enfin là, le cas particulier, cette fameuse Marguerite B est une jeune fille placée à Cadillac, en France, qui était une maison de redressement pour filles, et qui s'est suicidée. Et ça a été un peu un moment charnière de la fin des maisons de redressement en France, mais tout à fait de manière similaire en Belgique, avec la fermeture de Saint-Hubert. Et ce livre décrit aussi l'évolution des idées criminologiques depuis Lombroso jusqu'à une criminologie de la réaction sociale, finalement. Et c'est ça que, moi je suis arrivé, et là je reviens dans l'histoire, quand je suis arrivé dans la criminologie avec George Kellens, eh bien, c'était déjà une criminologie beaucoup plus moderne que celle de l'ancien temps. Et donc là, quand je suis revenu, j'ai travaillé pour gagner ma vie. J'ai fait mon doctorat avec mes enfants dans les jambes et en travaillant sur le côté, le soir, etc. Bon, j'aimais bien. Je me sentais chercheur. Et donc là, j'ai fait mon doctorat sur la question de la criminologie, mais pas dans mon milieu, parce que je trouvais que c'était quasi impossible de faire sur les jeunes que je traitais, pour lesquels j'étais criminologue. Je trouve ça, c'est très compliqué. Bon, cette expérience m'a servi. Et j'ai eu la chance d'être pris par le professeur dans une équipe de recherche qu'il a commencé à constituer avec Pierre Haussmann, Paul Dickès et Bernard Gailly à Arlon, mais en connexion avec Luxembourg. Et il a eu là un projet européen. D'abord un petit projet pour la province de Luxembourg sur les institutions du Luxembourg. On a fait un petit bouquin qui s'appelle L'enfant miroir de l'institution, comment on prend en charge ces enfants placés. Et puis il a eu un gros contrat européen, mais sur la pauvreté. Et donc il m'a dit, Michel, est-ce que tu viens dans l'équipe ou pas, ou tu continues à travailler avec tes délinquants là sur le terrain? Et j'ai opté de sauter dans le train de la recherche. J'ai dû donner ma démission, j'ai été voir le directeur, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un congé sans solde? Il a dit, monsieur Borne, il faut choisir. Ou bien vous restez. J'ai été nommé à l'État, hein, mais il faut se rendre compte, j'avais 2 enfants, nommé à l'État, et dans les années 77-78, le pari était un peu risqué, parce que c'est le moment où pour les psychologues, le travail commençait à poser quelques problèmes. Et donc, j'ai choisi, et puis j'ai fait mon doctorat, et quand j'ai eu mon doctorat, je me suis retrouvé au chômage parce que il n'y avait pas de contrat qui suivait. Et alors j'ai dû aller argumenter pour être psychologue dans une institution pour enfants un peu plus, déficients. Et là, on m'a dit, mais monsieur, vous avez un doctorat, vous êtes surqualifié. J'ai dit, oh, non, j'ai fait ça pour m'amuser, non, moi. Et j'ai eu le poste. Et puis, il y a eu un poste à mi-temps d'assistant à l'université de Liège chez Gaston Chabert. Il m'a dit, Michel, tu veux venir? J'ai dit, bah oui, évidemment, mais à mi-temps. Et donc, j'ai dû négocier avec mon institution pour qu'ils acceptent de quitter un psychologue à temps plein, tout puissant, faisant tout dans l'institution, pour un mi-temps à partager avec quelqu'un d'autre. Et là, j'ai eu mon premier cours, mais en psychologie développementale, la succession de François Deucart. Et comme j'avais fait mon doctorat sur les jeunes, le développement à l'adolescence et la marginalisation, on a trouvé, et j'étais dans le courant de la psychologie développementale, on a trouvé que je pouvais donner le cours de psychodéveloppemental, donc j'ai eu 30 heures de cours. Et puis j'ai eu la charge complète en succession de Chabert en 91. Ah, voilà.
Vraiment Donc, intéressant parce que la psychologie développementale, dans ces années 60 et 70, ce n'était vraiment pas si populaire dans la criminologie parce que tu dis maintenant, enfin, dans cette période, dans cette époque, on avait la sociologie de la réaction sociale qui était prominente. Tout à fait. Et donc, j'ai toujours pensé que c'était vraiment important d'avoir la combinaison, donc pas Oui. seulement la sociologie, mais on ajoute quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, Oui. l'interdisciplinarité est quelque chose de spécial et je pense qu'il n'y a en Belgique, je peux me tromper, mais je pense que pas à Gand, mais surtout à Liège, la psychologie était très forte. Elle ouvert aussi peut-être dans les années 50, 60, et c'était la sociologie devenait dominante. Oui, la psychologie, enfin bon, moi j'ai l'impression que j'ai pu apporter à la criminologie francophone un peu ce regard, parce que mon professeur était tourné vers les États-Unis et avec son équipe, on s'est tourné vers la délinquance auto-rapportée, auto-révélée, et donc la nécessité de statistiques. Et ma formation de psychologue m'a fait amener d'ailleurs pour mon doctorat, c'était encore des cartes. Je ne veux pas paraître plus vieux que ce que je ne suis. S'il y a des jeunes qui me regardent, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce dinosaure. Mais c'est vrai que c'était des cartes perforées et que donc on encodait les questionnaires de délinquance auto-révélée. Et puis il y avait le paquet de cartes avec qu'on avait. Et puis j'allais le porter dans le bâtiment à côté. Je retournais le lendemain. Erreur 368. Et on doit tout rebelote. Donc mes statistiques, elles ont été faites comme ça. Mais bon, j'ai commencé à faire des régressions, de belles régressions, et ça m'a permis d'avancer, de contrôler la théorie, d'avoir une démarche empirique, tout en gardant une pratique de criminologie clinique à côté, mais sans vraiment mélanger les deux, on va dire le doctorat. Ce qui fait que dans mes cours, j'ai toujours essayé de donner le regard humaniste, humain, ne pas perdre l'aspect de la psychosociologie ou bon, le terreau social dans lequel les gens sont, les personnes et leur cheminement, donc le développement, comment ils se fabriquent depuis leur enfance et puis ils en arrivent à l'adolescence ou à l'âge adulte avec des trajectoires ou des épisodes criminels. Et bon, tout ça, ça fait il faut étayer, il faut une démarche scientifique et les statistiques amènent des éléments de preuve provisoire, évidemment, mais cette falsifiabilité, hein, que quand même, il faut connaître certaines démarches de psychologie que je ne citerai pas, sont quand même très intuitives et peu contrôlées. C'est pas pour ça que tout est faux. Il y a énormément d'intuitions cliniques ou d'expériences cliniques qui gardent une vérité. Il ne faut pas jeter, comme on dit, hein, l'eau avec l'enfant avec l'eau du bain. Mais quand même, on a besoin de contrôler, d'empirie, de vérification d'une démarche scientifique. Maintenant, en psychologie comme en criminologie, quand on a quelqu'un en face de soi, il y a des éléments de la science, mais il y a le contact humain, il y a énormément de choses qui dépassent le savoir scientifique hyper contrôlé. Donc, donc voilà un peu mon cheminement personnel par rapport à la criminologie. Donc je suis devenu un prof de criminaux, on va dire, assez tard. Hein. Et je trouve que c'est une chance parce que je plains les professeurs qui sont nommés trop tôt parce qu'ils ont une très très longue carrière académique. Et moi, je donne encore des cours maintenant, des petits cours, mais je donne encore un cours à l'université du Val d'Aoste, mais en psychologie développementale. Parce qu'en Italie, il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, je suis encore assez jeune pour aller donner des cours là-bas. Mais à Liège, je n'ai plus de cours. J'ai une succession qui s'est super bien passée avec Fabienne Glovax et Cécile Maty en criminologie, qui continue cette tradition clinique et empirique, on va dire. Et ça, j'ai toujours été fier qu'à Liège, ça soit ces assises qui restent.
Et à côté de ça, le droit s'est bien développé et la sociologie aussi. La médecine légale se porte bien, ma foi. Donc, et je pense que les autres universités, on va dire francophones, Louvain et Bruxelles, sont quand même un peu dans le même cheminement. Il y a un brassage, mais voilà, avec des accents différents, mais la logique est à peu près la même. Oui, mais en même temps, la technologie développementale, dont Liven est un expert actuellement, c'est vrai que tu as été en quelque sorte un précurseur là, hein, parce que ouais, ce n'était pas quelque chose de courant à l'époque. Et si on se concentre un peu sur ça, comment ça a évolué? Comment les connaissances en psychologie développementale ont évolué, à ton avis, et surtout l'arrivée relativement récente de neurosciences? Comment tu vois ça? Oui, quand moi j'ai pris le train, je me suis tout de suite, bon, puisque j'étais intéressé par ce développement, je me suis très vite branché sur la criminologie au Québec, et notamment Marc Leblanc, Ah, hein, voilà. qui était, bon, il y avait le bouquin de Fréchette et Leblanc à l'époque, et il y avait Richard Tremblay aussi, qui commençait des études longitudinales. Donc là, j'avais vraiment un répondant, et aux États-Unis, bon, Crime in the Making, hein, notamment. Bon, tout ça, ça m'a nourri. Et la criminologie développementale, je pense, elle ne s'est pas développée autant que je l'aurais aimé, espéré. On a beaucoup fait. Bon, bien sûr, il y a Farrington, par exemple, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a apporté énormément, justement en s'appuyant sur des données longitudinales. C'est très compliqué à avoir de financement pour des recherches longitudinales. Et puis de faire des bonnes analyses statistiques là-dessus, c'est vraiment. Et à Montréal, il reste avec le GRIP vraiment une équipe extrêmement forte sur la question. Maintenant, le changement, la jeunesse, oui, on la capte d'une certaine manière par ces questionnaires de délinquance auto-révélée, mais aussi les questionnaires qui en psychologie se sont là et en sociologie largement, hein, répandus, tout le monde en fait. Maintenant, on les fait en ligne, ce qui est fort intéressant, mais avec ce problème d'échantillonnage et de représentativité, hein, bon, vous le savez bien, mais bon, ça peut donner des. Donc moi, je me suis toujours méfié des pourcentages qui sortaient des questionnaires. Mais par contre, des liaisons, c'est pour ça que je parlais des régressions. Bon, quand on fait des analyses de variables, là, ça peut nous parler. Mais est-ce que c'est 15% ou 17% ou 22%? Allez savoir. Hein. Donc, c'est bien pour ça que je pense qu'on connaît un peu mieux le développement, on va dire, normal. Et donc, ça, c'est ce qui est en criminologie important, c'est qu'on ne voit pas seulement le criminel incarcéré, et donc la criminologie de la réaction sociale nous a fait réfléchir là-dessus, et les questionnaires nous apportent d'autres choses sur des populations générales. Donc, ce sont deux facettes, mais qui enrichissent nettement. Et alors, ben, les jeunes ont changé. Les jeunes ont changé. Et les questionnaires, maintenant, il y a eu beaucoup d'études pendant la période du Covid. Ils sont restés chez eux. La croissance des jeux vidéo. Bon, on assiste pour l'instant, statistiquement, semble-t-il, mais aussi par mes échos dans les tribunaux de la jeunesse et dans les institutions de traitement des jeunes, à une jeunesse qui a une délinquance, bon, parfois très explosive, qui peut être très grave, comme dans le temps, mais quand même globalement un niveau de délinquance qui a tendance à baisser, on va dire statistiquement. Moi, une de mes explications, c'est quand même que les jeunes sont beaucoup plus devant leurs jeux vidéo et ils sont moins dans la rue, ils sont moins au café, ils ont moins d'occasion de se battre, ils ont moins l'occasion de voler une voiture parce que de toute façon, il y a la voiture de papa et de maman qu'ils ont. Et
Et donc, ils font encore des conneries, je vais dire heureusement pour les criminologues. Et puis certains vont quand même encore prendre alors des trajectoires. Et bon, ça c'est aussi un des résultats de recherche dont je suis relativement fier. J'ai peut-être trouvé une seule chose dans ma vie, mais cette notion de spirale de la délinquance. Mais spirale qui va dans le sens où on peut faire une connerie à l'adolescence, mais les jeunes avec qui on est vont être en accord avec ça ou en désaccord. Mais si on est avec des jeunes qui vont un cran plus haut dans les actes dérogatoires, illicites, eh bien, on doit, et c'est là que j'apporte la théorie psychologique, on va être en dissonance cognitive. Ou bien nos valeurs, il faut les changer, ou bien on doit arrêter ce comportement. Et donc la spirale va être une sorte de cheminement entre les valeurs qu'on change éventuellement vers plus de délinquance, de marginalité, pour être en accord avec le groupe des jeunes à qui on... Et on rejoint évidemment Sutherland, où on rejoint les associations différentielles, mais j'ai l'impression d'avoir un peu mis en lumière un peu plus le mécanisme, à la fois statistiquement, grâce aux analyses, et cliniquement, ça a l'air de coller. Et alors, ce qui est une application récente, enfin actuelle à la délinquance liée à la drogue, parce que le phénomène de la prise de cannabis et puis de cocaïne, on parlait encore récemment d'un cas malheureux, célèbre, d'un humoriste dépendant de la cocaïne, mais il y a cette spirale de valeurs, de groupes et de comportements. Et alors, à un moment, autre recherche que j'ai faite sur des échantillons, mais aussi avec des rencontres d'utilisateurs, c'est qu'il y a un moment dans la prise de cannabis où le jeune, puisque là, mais même des gens de 20, 25 ans, le cannabis, ils le prennent pour eux. Et puis c'est sympathique et on partage. Mais à un moment, à une époque, on allait chercher de Liège à Maastricht. On va chercher du cannabis, on le partage, mais on prend un petit bénéfice. Et avec ce petit bénéfice, on améliore sa vie. Mais ce petit bénéfice, on commence à en avoir besoin. Et donc l'argent se mêle, et donc la carrière alors va partir en croissance par une spirale aussi de valeur, mais aussi de l'argent qui devient alors et source de délinquance, et puis les règlements de compte, enfin on connaît ça à Anvers, parce que, alors se crée le milieu, la dépendance au milieu, toute une série d'autres mécanismes. Donc voilà un peu. Donc il y a de la délinquance qui a changé quantitativement, je pense. Les mécanismes me semblent rester quand même, heureusement, les grands criminologues comme De Greef ou autres, ça reste d'actualité. Il y en a encore qui commettent des crimes d'amour, des crimes passionnels, ça existe. Enfin, on ne les appelle plus crimes d'amour. Hein. Heureusement, hein, mais les féminicides, qui est une horreur absolue, et comme beaucoup de crimes. Donc il y a les petits crimes et il y a les grands crimes. Quoi, hein. Donc dans le développement, et c'est ça, la carrière délinquante, évidemment, c'est une trajectoire alors qui va durer, puis qui va... J'ai encore vu un de mes délinquants que je suis depuis 40 ans, il est venu faire un petit discours à l'occasion d'une petite fête dans une institution là, de jeunes délinquants, et il a dit « Ah, je me suis évadé 30 fois, j'ai été mis au cachot 5 jours, et il en a fait. Hein. Mais il a dit « Mais ne croyez pas, éducateur, que ce que vous avez dit, ça ne servait à rien. J'ai mis le temps pour comprendre. » Il a 55 ans hein, maintenant, mais je pense qu'il est un peu calmé. Donc voilà, ce sont des trajectoires, on fait ce qu'on peut. Et Michel, dans cette ligne-là, la question, tu as mentionné les enquêtes de délinquance autorévélées. Hein?
Et là, je pense que vous étiez pionnier, hein, en fait, en Belgique. C'était avec quel questionnaire que vous avez commencé? Parce que je suis perdu par rapport aux années. À quel moment tu avais commencé? Oui, mais donc moi j'ai commencé vers 77-78 avec le premier questionnaire américain euh, bon là il faut que tu me rappelles le nom, mais c'était un questionnaire vraiment très basique, très simple. C'est Et probablement Shorteny, hein, oui, c'est ça, voilà, exactement, exactement. Euh, et à l'époque d'ailleurs en France, il y avait Anna Malewska et Vincent Père qui avaient fait une traduction de ce questionnaire. Mais ils n'ont jamais eu les moyens, et Malewska s'est surtout intéressé au problème de l'identité, et Vincent Père, bon, avait commencé, et c'était l'école de Vaucresson. Hein, j'ai été à Vaucresson parce qu'il y avait un statisticien là dont le nom m'échappe et qui commençait à travailler sur ces questionnaires. Euh, et alors, donc, on a fait une mouture plus élaborée avec l'équipe dont j'ai parlé tout à l'heure à Luxembourg, une mouture beaucoup plus complexe et avec beaucoup plus d'éléments d'opinion et d'identité, donc des éléments psychologiques, des éléments de milieu social, pas de classe sociale, mais de stratification sociale, de bien-être familial, puisqu'on faisait en même temps une étude sur la pauvreté, donc les éléments subjectifs. Et alors, ça permettait de faire plus des liaisons. Et puis, ça a débouché, et j'ai été dans le premier thème de l'ISRD. Alors là, il y a eu le lancement avec bon, ben, cette équipe internationale qui a eu, bon, et qui continue encore. C'est une collaboratrice, Claire Gavret, qui a continué à mener les études avec moi, mais qui était mon assistante et chercheuse pendant ces années-là, et qui a pris le relais de l'ISRD. Ouais, le livre doit encore être là quelque part. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que l'ISRD, maintenant, tout le monde le connaît, mais dans cette époque, je pense que c'était en 91, c'était Oui, vraiment quelque chose de nouveau. Et oh, tout à fait nouveau. qu'est-ce Et que tu c'est ça penses? que les Français n'ont pas su prendre le train parce qu'ils n'ont pas eu de budget. OK. Et puis alors, et puis tout ça, il est vrai, avait une structure quand même forte et, on va dire, très anglo-saxonne. Hein. Et OK. pour les pays du Sud, c'était un peu compliqué. Mais enfin, l'Espagne a accroché. Et puis, il fallait trouver de l'argent pour faire l'échantillonnage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un budget. J'ai été mendier, je ne sais plus à quel ministère. Et puis, bon, j'ai eu un budget du Fonds de la recherche. Mais c'était pas fourni, évidemment. Et c'était pas facile d'avoir un budget pour cela. Donc, bah, assez naturellement, j'ai été dans le premier train. C'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu penses de l'influence des résultats? Est-ce qu'on a fait quelque chose avec ces résultats? Parce que tu as participé deux ou trois vagues de l'étude internationale. Mais toujours trouvé ça difficile de trouver des moyens pour conduire ce type d'analyse. Tout à fait. Tout à fait. Parfois, d'ailleurs, on trouve des moyens pour avoir le recueil d'informations et puis après, plus de sous pour faire le reste. Ou alors, il faut un doctorant, bon, il faut une conjonction. Et c'est probablement un des problèmes de l'ISRD qui est une structure qui a été mise en place, on va dire, sur base d'équipes universitaires, équipes de recherche. Bon, les Hollandais ont été forts moteurs là-dedans. Il faut me rappeler aussi les noms, mais bon, soit. Jocelyne Jungertas. Oui, Ouais. Jocelyne, oui, que je connaissais avant. C'est peut-être pour ça, parce qu'elle avait travaillé sur un délinquant juvénile, en Belgique d'ailleurs, hein, Jocelyne. Euh, et puis, mais donc, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des recherches, un peu comme parfois des doctorats, des recherches universitaires
et qui ne sont pas directement avec des supporters ou des pouvoirs politiques qui sont intéressés. Donc, il faut les intéresser a posteriori. Et c'est bien difficile. Des stakeholders, voilà, en anglais on dit stakeholder, je pense. Hein. Et parce que j'ai participé à une recherche sur la participation politique des jeunes pour l'Europe avec Martin Barrett, et une super recherche. Mais là, il y avait vraiment une imposition par l'Union européenne d'avoir les stakeholders, de les mettre en rapport. Je ne dis pas que ça a donné des grands fruits, parce que c'est un des problèmes, me semble-t-il, c'est quand même le décalage, enfin, ou le peu d'intérêt, le peu d'utilisation par les hommes politiques des données de recherche en sciences sociales, d'une manière générale. C'est l'aspect sociologique. Parce que, Marcello, tout à l'heure, tu as posé la question de la neuropsychologie. Et là, on est dans un autre registre. La recherche en neuropsychologie, c'est un peu comme la recherche en médecine. Et alors, en clinique, les gens sont preneurs, les individus sont preneurs. Et alors, le pouvoir public, après, il va subsidier, il va reconnaître, la mutuelle va rembourser. Mais c'est tout à fait un autre processus que quand on dit les grands ensembles sont criminogènes. Les promoteurs immobiliers, ce n'est pas leur truc de faire sortir ça. Ils veulent gagner de l'argent sur les grands ensembles. Les urbanistes, ils disent « Ah oui, il va y avoir de la délinquance », mais de là à aller étudier l'école de Chicago, il y a un pas. Et alors, hein, le ministre bruxellois de l'urbanisme, il dit « Oui, intéressant, on va faire une commission avec la police et tout ça ». Là-dedans, il y a des gens qui ont une formation, mais qui remontent ou qui n'est pas... ils n'ont pas les moyens de faire vraiment une étude et ils ne vont pas demander à des universitaires de le faire. C'est ce que j'ai toujours déploré. C'est mon petit côté frustré. Hein. Mais parce qu'on va alors à une commission et oui, votre avis, et puis ça, ouais, on donne son avis, on fait un beau discours. C'est pas pour ça que ça change grand-chose. Mais en même temps, il y a une tradition en Belgique d'avoir des conseillers qui proviennent, des conseillers du gouvernement qui proviennent des universités, non? Oui, oui, mais c'est vrai. Hein. Donc, il faut mettre un bémol à ce que je dis. Les criminologues, beaucoup de criminologues ont des fonctions de responsabilité, pas seulement à la police. Historiquement, c'était à la police, enfin, gendarmerie qui est devenue police fédérale et police locale. Bah, le dernier commissaire en chef de la police de Liège était un pur produit de l'école de criminologie de Liège et il a très bien fait son boulot. Et donc, les idées criminologiques ont percolé et ils en tiennent compte. Et des agents, des responsables des stratégies policières, etc., tout ça, bon, ça existe. Donc, la criminologie a une fonction sociale. Et dans les cabinets ministériels, il n'est pas rare de trouver des criminologues. Et ils font appel, et ils font des commissions. Mais je pense qu'ils pourraient encore en tenir plus compte. Oui, mais surtout, ils pourraient trouver des fonds. Je pense, par exemple, bon, je ne veux pas faire des noms, mais un de tes collègues qui était dans une commission, qui était conseiller du gouvernement, ça m'étonne qu'ils n'aient pas convaincu de lancer une grande recherche au niveau national, par exemple sur la forme de délinquance auto-reportée, mais aussi peut-être quelque chose de longitudinal. Hein? Oui, mais c'est un problème très complexe, je trouve, c'est les politiques de recherche, parce que j'ai déjà vu lancer des appels, et l'Europe notamment a des stratégies maintenant d'appel public avec, on doit remettre un dossier, ça demande un boulot fou, et puis il faut la date limite extrêmement, il faut être attentif. Et puis, on n'a de toute façon pas le projet. Donc, on a passé du temps. Quand on est universitaire, qu'on a bien autre chose à faire, les enseignements, des recherches, etc., alors, on déposer des projets.
Par contre, il y a des sociétés privées qui déposent, qui ont une capacité énorme de présenter les projets. Et alors, eux, ils reçoivent le budget pour faire l'étude. Fort bien pour la loi des marchés. Mais ce que je regrette dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas un savoir cumulatif. C'est nous qui faisons, en toute modestie, nous, universitaires, qui apportons un savoir cumulatif. Parce que si je cite cette heure-là, nous degrés, c'est pas juste pour faire bien, c'est parce qu'il est dans mon ADN, on va dire. Et donc, on va construire. Tandis qu'une société commerciale, elle fait son budget, elle répond bien au ministre, elle a fait son boulot, elle a touché son argent, et puis basta. Alors nous, universitaires, on va aller trouver les résultats de leurs recherches, on va trouver quelques points intéressants, pourquoi pas, et puis le reste, quelques évidences pour nous, mais pour le ministre, il a eu les réponses. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'ils font mal, mais donc cette loi de l'offre de marché, de la concurrence, est difficile. Mais d'un autre côté, quand les ministres donnaient à leurs petits copains, hein, enfin, petits copains dans le bon sens du terme, universitaires, et j'ai connu cette époque, bon, parce que vous étiez d'un parti, vous alliez trouver l'attaché et y trouver un budget, parce que chaque ministère avait son budget et il pouvait, bon, dans les années 80, ça se faisait, on avait le budget de la ministre ceci, ben, ça avait des avantages. Parce qu'on ne perdait pas son temps, on avait quelques discussions, on remettait un projet plus ou moins bien fait et on recevait l'argent. Enfin, si on était de la bonne couleur, au bon endroit, au bon moment. Mais ce n'est pas un système très correct, il faut bien reconnaître. Voilà, on a un autre système, il a de gros désavantages, mais je ne sais pas comment faire, je ne suis pas assez moraliste ni politique pour proposer de nouvelles formules. Non, mais c'est très bien que tu soulèves ces problèmes. Moi, je l'ai vu notamment avec la mesure de la délinquance. La première fois que j'étais invité à aller à la Commission européenne, c'était en 2004. Et le message était simple. Je leur ai dit, c'est un message qu'on apprend le premier cours de criminologie. On ne peut pas comparer les statistiques policières. Alors, il faudrait travailler sur la manière dont les données sont récoltées. Peut-être, si vous voulez unifier, alors il faudrait essayer d'unifier les statistiques, la manière d'enregistrer. Et le problème, c'est qu'à Bruxelles, les fonctionnaires, chaque 3 années, changent. Et une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, c'est fini. Et après, tu as quelqu'un qui vient qui n'a jamais fait de criminologie ou des crimes, qui a fait du sport parfois, mais qui est placé là. Et une fois qu'il a compris, ben, c'est complexe parce qu'après, il y a le problème que tu viens de dire. Eux, ils mettent un appel à concours et toutes ces compagnies privées qui, qui sont là, qui se sont créées. Et donc, tu as, je ne sais pas combien, pressentent des dossiers qui sont parfaits, Oui. qui disent ce que les reviewers veulent dire, et même ils feront un rapport final qui, comme tu l'as très bien dit, 80% de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des boutades, des choses qu'on sait déjà, mais ils sont présentés en couleur, avec des phrases qui sont soulignées. Donc, le ministre ou quoi que ce soit, il peut reprendre ça et dire, je ne sais pas, c'est une question d'éducation, comme on est en train de dire depuis 300 ans. Mais c'est quand même frustrant. Et j'ai vu passer, je ne sais pas combien d'appels sur, et justement sur ça, sur comparer la délinquance, comparer. C'est de l'argent jeté. Donc, c'est assez frustrant. Mais c'est frustrant, mais enfin, comme je suis un optimiste invétéré, d'ailleurs, une phrase finale dans mon bouquin qui s'appelle « Pour qu'ils s'en sortent », c'est pour qu'ils s'en sortent, les délinquants, évidemment, qu'ils arrêtent leur carrière, c'est ce que j'appelle l'optimisme professionnel. Avec un délinquant, si on veut qu'il s'en sorte, avec un criminel, si on a affaire avec lui, il faut y croire. Envers et contre tout, sans être naïf, il faut avoir un optimisme professionnel. Eh bien, pour la criminologie, j'ai l'optimisme professionnel aussi. Et je pense, comme tu l'as d'ailleurs dit, bon, tout ça percole quand même dans et notre travail universitaire ou centre de recherche, mais enfin, en Belgique,
dans la Belgique francophone, c'est quand même dans les universités qui restent les noyaux, les vrais noyaux de la recherche, parce qu'on est universitaire. On a l'enseignement, il faut bien, et en Belgique, hein, et Liven le sait bien, la charge de cours des profs, hein, le nombre d'heures de cours et le nombre d'étudiants qu'on a, bon, j'en avais développé. Hein. Bon, tu donnes cours aussi en premier baccalauréat. Bon, on en a beaucoup, on a une charge, on a les stages, mais on fait ça, on aime son boulot. Et à côté de ça, on fait de la recherche et on la fera toujours parce qu'on aime ça. Et que les deux se nourrissent et c'est indispensable. Et alors, et heureusement, en criminaux, on fait des recherches avec des équipes, chaque fois qu'on peut, je reviens à mon point de départ, pluridisciplinaire. On ne va pas traiter de la drogue sans avoir l'aspect pénal, sans avoir la réaction sociale, sans avoir l'aspect judiciaire. Bon, si on essaye de grouper et d'avoir une réflexion qui se nourrit des différents volets de la recherche. C'est en ça que moi j'aime bien travailler avec des sociologues. Les sociologues ont un regard et ils ont une culture sociologique extrêmement riche et qui n'est pas que criminologue. Alors je reviens à l'histoire quand même de la criminologie à Liège. Là, c'est aussi pour dire, bon, c'était une école de criminologie et ça reste avec des professeurs qui viennent des différents. Mais la tendance actuelle, et depuis 3-4 ans, il y a eu, ça faisait désordre une école de criminologie, et donc le recteur et les doyens ont dit oui, mais ça serait quand même plus simple et plus clair que l'école de criminologie devienne le département de criminologie de la faculté de droit. Et heureusement, je n'étais plus président et j'étais à la retraite et ce crime s'est fait à l'insu de mon accord. Ah, ce n'est plus une école. Ah, il s'intitule, le dernier congrès qui s'est fait pour les 75 ans Odyssée, la criminologie dans tous ces espaces, très bon colloque, hein, donc puisque 1947-2022, 75 ans, il est marqué colloque du 75e anniversaire du département de criminologie de l'ULG. Donc il n'est plus, et il est marqué 8e journée internale David Constant étant Madame David et Monsieur Constant, les profs de droit pénal qui ont créé la criminologie. Donc voilà, donc quand on parle d'école de... Moi j'aimais bien l'école de criminologie de Montréal, l'école de criminologie, et on se rencontrait entre présidents d'école de criminologie. Maintenant, ce seront peut-être des présidents d'école de criminologie et de département de criminologie. Donc, mais je pense que le cœur est resté le même. Et les profs sont restés venant des différents horizons. Hein, ce n'est pas, on va dire, pour comparer à la situation française, où en France, la criminologie n'a jamais su sortir du droit pénal. Bon, à part Philippe Robert qui venait de la socio et qui a fait le CESDIP, un truc sur le côté, qui représente une criminologie assez forte, mais de recherche plus que d'enseignement. Dans les universités, c'est resté, à part quelques psychologues comme à Rennes ou à Grenoble, où il y a des formations criminologiques qui sortent de la psycho. Mais en France, ça n'a jamais su créer vraiment, ils n'ont pas créé d'école ou de département au sens pluridisciplinaire. Tandis que même si ça s'appelle département, ça reste heureusement une entité multidisciplinaire. Oui, c'est quand même une sorte d'involution, hein, parce que... Je le regrette. Oui, parce que par exemple, nous à Lausanne, c'était d'abord un institut qui a été créé en 1919, qui évolue et qui devient plus tard école des sciences criminelles. Il y a une vingtaine d'années, inspiré un peu aussi par cette tradition d'école. Donc c'est quand même dommage que vous qui étiez les pionniers. Tout passe, tout lasse.
Oui, Et il faut changer, Ouais. il faut le changement, hein. Les universités, les institutions aiment le changement. On fait des réformes, on réforme les réformes, des réformes, des réformes, hein. On fait des commissions pour réformer ce qui a été réformé. Mais bon, c'est la vie, hein. La vie, et c'est le Ouais. développement. Ouais, une certaine bureaucratisation, je pense que qu'on est confronté à ça. Et Ben oui, oui, mais bon. Enfin, à Liège et à l'université de Liège, euh, le climat global, de mon point de vue, qui n'y suit plus que par des petits morceaux. Je ne suis pas les professeurs, les jeunes professeurs disent c'est dur, la pression est forte, on a beaucoup de choses à faire. Je le disais déjà, mais moins. Mais il reste quand même beaucoup de liberté, de possibilités. Ça reste quand même. Bon, faut quand même reconnaître que ce sont des milieux où on a quand même la liberté académique. Espérons Et que ça reste comme ça, hein. je- il faut continuer à militer, hein. Je rappelais toujours que le doyen et le recteur, et je pense qu'il faut continuer à se le souvenir, sont des primo inter pares, hein. C'est quand même ça. Ce ne sont pas des dieux. Non, on est heureusement des beaux modèles de démocratie. Il faut continuer à préserver. et justement, en termes d'enseignement, est-ce que dans les années où tu as enseigné, est-ce que tu as vu une évolution vers l'introduction de nouvelles techniques d'enseignement? Parce que j'ai l'impression, j'avais vu que Niels Christie l'a dit évidemment bien avant. Moi, je vois une sorte d'infantilisation de l'enseignement universitaire, hein, où tout est saucissonné. Alors, tu fais un petit travail pratique et je te le corrige. Et après, tu fais un autre petit travail pratique et tu le corriges. Donc, ça devient impossible pour les personnes qui travaillent, par exemple, de faire ça. Et bon, évidemment, heureusement aussi, nous avons la liberté académique, donc je résiste à cette tendance. Mais je ne sais pas, toi, comment tu vois ça? Oui, mais oui, c'est la pression et les discours et être des bons professeurs, faire des travaux, corriger les travaux, donner des feedbacks. Bon, alors moi j'ai toujours été un partisan pour l'évaluation formative et pas l'évaluation pour l'évaluation. Mettre un 4 sur 10 ou un 8 sur 10 ou un 15 sur 10 sur 20 à quelqu'un, ça, bon, il faut peut-être le faire, mais qu'il y ait un retour, ça c'est important. Maintenant, qu'on doive justifier sa cote, que les étudiants viennent et devoir expliquer et tout. Moi, quand j'avais des étudiants comme ça qui me disaient oui, j'ai eu 12 hein, ou j'ai eu 10, et je disais bah oui, bah ouais, je vais t'expliquer. Je regarde ça. Oh, tu as répondu ça. Ça m'avait échappé. C'est très mauvais, ça. Et ça? Oh, que c'est très mauvais, ça. Et t'as eu 10? J'ai dû me tromper quelque part. Je ne regardais même. Non, c'est du cinéma. Mais il ne faut pas rire, quoi. Non, je suis honnête, je suis juste. Et je peux justifier. Ouais. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Le message passe Ah, très bien. donc, En plus, l'ironie, c'est quand même fondamental. Et actuellement, c'est oui, comme si oui, nous, les ironiques, nous sommes presque interdits, cancellés actuellement. oui, tout à fait. Mais donc, non, je pense qu'il faut, enfin oui, il faut respecter les étudiants et je pense que c'est tout à fait sain et normal et qu'il y ait des règles, des contrôles, il faut être contrôlé, les évaluations d'enseignants aussi. Bon, nous sommes des êtres humains, on n'a pas de raison d'échapper à... Et de nos jours, on sait bien qu'il faut quand même contrôler. Et celui, entre guillemets, qui fait correctement son boulot, il n'a pas de problème, hein. Bon. Mais je pense que cette tendance, ces consignes, et alors on a évidemment développé aussi à Liège un service d'accompagnement, de formation des enseignants et tout ça. Alors, c'est sûr que mes jeunes collègues disent, ouais, on doit se taper des cours de formation, mais alors que bon, bah, c'est sûr, ils savent faire des PowerPoint et il faut faire des podcasts et il faut faire tout ça. Bon, il faut aller avec son temps.
c'est le ChatGPT. Bon, moi, je suis un chaud partisan. Bon, je ne suis pas prof en activité, mais je trouve qu'il faut vraiment apprendre aux étudiants à l'utiliser le plus possible, mais le mieux possible. Mais on ne sait pas réinventer tout le temps toutes des phrases. Hein. Je n'ai pas réinventé la roue et je ne connais pas par cœur le bouquin de Greffe. Hein. Mais maintenant, avec des chats GPT et autre chose, il faut aller avec son temps. Il ne faut pas pleurer. Bon. Mais il faut qu'il l'utilise bien. Et s'il y a des bonnes données de criminologie, il faut demander. Hein, on poserait une question. Liven a déjà fait l'exercice. Hein? Ah oui, ben oui. Mais on doit y prendre ça, nous qui avons de l'expérience, apprendre aux étudiants à l'utiliser bien, à le critiquer, à mettre en comparaison, c'est la dialectique, hein, mettre en comparaison deux sorties de ChatGPT plus la nôtre, ça en fait trois, c'est une fameuse dialectique. Non, mais c'est la même chose dans le début de l'Internet. Tout le monde pensait maintenant les étudiants vont copier des pages de Wikipédia, mais c'est la même chose. Donc, Tout à fait. il faut toujours être critique et contrôler ses ressources. Donc, je ne vois pas la différence. Non, moi non plus. Bon, mais il y en a qui se lamentent. Hein. Oui, mais une utilisation qui me semble intéressante, il y a certains étudiants, parce que je déteste les généralisations, tu vois, je suis plutôt du côté de Pareto, que tu as peut-être 20% des étudiants qui écrivent mal directement, et ChatGPT a la possibilité d'améliorer ce qui est écrit. Donc, on pourrait leur montrer, voilà ce que vous avez écrit, regardez comment l'intelligence artificielle le présente d'une autre manière. Et c'est peut-être une utilisation à laquelle je suis en train de réfléchir, parce que c'est plus simple. On les met et il te le fait immédiatement et on voit les résultats. Et c'est peut-être une bonne manière d'enseigner. Le problème que je vois, c'est que ces corrections collectives, maintenant, tout est devenu, ah non, je ne veux surtout pas que les autres sachent ce que je fais. Et donc, c'est en cachette, les étudiants Voilà. Et ne voient. ça, c'est une erreur. Je pense qu'il faut l'officialiser. C'est tout à fait légitime de l'officialiser. Et alors, on voit ce que ça donne. Mais franchement, sur le débat de la délinquance auto-rapportée, on peut vraiment demander à ChatGPT ce qu'il en pense et puis voir ce qu'il en est, mais pas faire en cachette d'aller recopier un morceau qui viendrait de là. Moi, je pense que et les étudiants, ils ont, enfin, bon, les étudiants sont des étudiants, hein, et il faut, mais je vais dire, il ne faut pas les prendre pour des cons. D'ailleurs, entre nous, quand les étudiants, ils avaient l'air de me prendre pour un con, je disais toujours, il ne faut pas essayer de jouer au plus con avec moi parce que vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais en termes de diffusion des résultats de tes recherches, hein, quels sont les réseaux? Parce que tu as privilégié des réseaux francophones. Hein, et je pense, qu'est-ce que tu as utilisé notamment pour tes connexions avec l'Europe? Mais quand tu dis que j'ai privilégié le réseau francophone, ce n'est pas ma perception. Je pense que justement dans les criminologues et les psychologues francophones, j'ai toujours cherché, j'ai été président de l'EARA, European Association for Research on Adolescence. Hein. Bon, j'ai toujours été dans l'association, la ISSBD, sur le Behavioral Development. Bon, j'ai participé quand même au congrès pas mal de la Société de criminologie. Hein, mais ça devenait trop lourd, la Société de criminologie, pour moi. Avec les congrès chaque année et les communications, les articles et tout ça. Donc, plutôt que... Bon, mais j'ai toujours dit à Liège, il faut faire des congrès de criminologie et les congrès de la Société de criminologie, ce côté anglophone, il faut être dedans.
Donc, ben, comme bon, à Montréal, il y avait enfin à Montréal et en France, il y avait la Société internationale des criminologues de langue française, et que Denis Zabot, et dans la petite histoire par rapport à Liège avec Georges Kellens, hein, Kellens était ami de Philippe Robert, et Philippe Robert est un ennemi juré de Denis Zabot. Or, Denis Zabot a fait son doctorat à Bruxelles en sociologie avec une criminosociologie empirique, ce qui était tout à fait une sociologie qui ne s'entendait pas avec Philippe Robert, qui était plutôt, on va dire, une sociologie idéologique ou de réflexion, alors que Zabot a apporté l'empirisme. Et Zabot a créé l'école de criminologie de Montréal. Mais il était aussi celui qui a créé cette association internationale de criminologie francophone. Et alors, comme il commençait à trouver qu'il faudrait élargir, il m'a demandé si je voulais bien reprendre l'association. Comme il me trouvait, pour un Liégeois qui n'était pas affilié avec Philippe Robert et qui connaissait l'empirie et qui était un peu au carrefour, il m'a dit, est-ce que tu veux bien? Et donc, j'ai fait une sorte de transition de cette AICLF de la période Zabot vers la période alors Brochu et bon, les autres qui ont suivi dans la présidence. Mais c'est pas du tout. Et d'ailleurs, mes publications, ça a fait quand même un petit peu ma force. J'ai quand même pas mal, et sur ResearchGate, je suis très fier. Bon, j'ai quand même pas mal de publications en anglais, et c'est celles-là qui sont citées, évidemment. Alors, les bouquins, bon, je suis très fier d'avoir fait des bouquins parce que, hein, au niveau de. Bon, maintenant, c'est avec Fabienne Glovax qui a pris ma succession, on a fait une version enrichie et tout ça. Mais, ça, c'est la 3e édition. Tu peux le montrer mieux parce qu'on ne l'a pas vu. C'est psychologie il faut le lever un peu plus. Oui. Après, on mettra une photo. Psychologie de l'an 15. Moi, j'ai la 2e édition. Oui, mais c'est ça. Il y en a eu plusieurs. D'abord, ça a été Michel Born tout seul. Et puis, ça a été Born et Glovax. Et maintenant, c'est Glovax et Born. Ouais. Mais c'est bien parce qu'elle a vraiment contribué. Et pour ses étudiants, c'est un manuel et ça continue à vivre comme ça. Mais ouais. Donc, non, ça reste un manuel. Oui, bah, tant qu'à faire la publicité. L'autre, celui dont je te parlais, il a aussi une 2e édition. Ah voilà, celui-là, je l'ai aussi. Oui, oui. Voilà. Oui, donc oui, là, oui. Qui est plus pratique, on va dire. Ça, c'était vraiment mon envie de diffusion dans les milieux professionnels. Et là, donc c'est ça. Et là, il faut bien que ce soit en français parce que ici dans le coin, bon, il faut être dans la langue des travailleurs sociaux. Hein, ils ne vont pas lire les manuels pratiquants. Donc là, il y a quand même. Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu modestement servi à quelque chose, à de la diffusion, à la fois sur le terrain, bon, donc on va dire tout modestement, avec les étudiants dans la formation, dans les associations professionnelles sur le terrain, aller faire des conférences, intervenir dans des institutions. J'ai été prêcher la bonne parole dans des groupes d'éducateurs, etc., des supervisions. Et au niveau international, quand même, compter sur les publications en anglais. Hein, par exemple, sur résilience et delinquency, désistance et résilience, bon, ben, des trucs comme ça, je suis assez fier, quoi. Donc, là j'aurais 2 questions sur ça. Une, c'est est-ce que tu penses que ce profil, on va le laisser comme 2e, mais avant que j'oublie l'idée, ce profil de personnes qui fait la recherche, la pratique, l'enseignement, est-ce que tu penses que avec les exigences actuelles pour les nouveaux professeurs, les publications, les citations, est-ce qu'ils auraient le temps de faire ça? Ça, c'est une chose. Et la 2e, c'est justement, moi, je voulais arriver à l'idée, t'expliquer l'idée des spirales hein, que j'ai lue, soit dans le 2e livre, maintenant, je ne sais plus te dire dans lequel c'était, mais ça me semble une contribution théorique intéressante, hein, mais ça, je ne l'ai pas retrouvé en anglais. Tu n'as pas fait un truc spécifique non, parce ça, que… non, effectivement.
Je l'avais mis dans une publication, mais qui a été assez confidentielle en anglais. Mais c'est vrai que il manquerait un article. Mais comment faire un article qui soit accepté dans une revue anglaise avec cette affaire-là, en l'expliquant comme je vous l'ai expliqué et en allant chercher toutes les bases à la fois empiriques et cliniques? Je t'avoue que je n'ai pas le courage, et comme je n'ai pas un successeur qui va prendre ça et qui va le faire pour moi, ben voilà, ça se contentera. Si tu veux faire la traduction. Ouais, non, mais sincèrement, je pense que ça, on pourrait le résoudre. Parce qu'actuellement, avec les publications open access, et ça, c'est une idée, mais évidemment, C'est vrai des idées, nous avons. Access, il y a moyen de faire des trucs. Hein. Mais il y a toutes ces idées qui viennent après, il faut les mettre en place. Hein, donc, un jour, enfin, mes enfants le savent bien, hein, mais sur ma tombe, ils savent ce que je veux qu'on inscrit. C'est un poème d'un poète belge, Maurice Carême, et qui dit où vas-tu, nuage? Je ne sais, enfant. Je fais mon voyage comme il plaît au vent. Mais l'eau que je porte fera quelque bien. Cela seul importe, le reste n'est rien. Ah, impressionnant. Mais sincèrement, je pense que on devrait, à un moment donné, faire une publication de ces idées théoriques qui ont été développées en Europe, avec des données empiriques, évidemment. Mais je veux dire, tu as donné une structure, tu as formalisé cette connaissance. Il y a le support empirique, il y a la partie théorique, et j'ai l'impression que on devrait peut-être avoir un livre style European Theoretical Criminology, parce qu'on est un peu envahi par des théories qui sont principalement développées aux États-Unis, pas uniquement. Il y a la théorie de Perolov, mais il me semble qu'il y a quelque chose. Je suis assez d'accord, mais on en parlait un peu avec Lieven. On a tendance, on a une pression à faire des articles très ciblés, formatés sur quelque chose, plutôt que de faire des travaux intégratifs. Parce que bon, ça, dans le temps, ça se prêtait assez bien dans un livre. Hein, bon, j'avais aussi le livre de Pinatel. Bon, hein, tu avais des gens qui réfléchissaient, et Philippe Robert ou quoi, pour créer des idées. Il y a eu des théories, il y a des idées, et il y en a encore. Hein. Bon, et ça, je trouve que bon, on n'est pas mort du point de vue des idées, mais elles sont difficiles à publier comme telles, on va dire. Donc, alors, si ces défis t'intéressent, je pense qu'on pourrait mettre ensemble des personnes, réfléchir, tu me dis après, parce que je pense qu'on pourrait. Sur l'intérêt, oui, maintenant, faut voir, hein, tu sais, là, moi, je n'ai pas comme vous la pression, je suis devenu un sage, je donne encore des cours, j'ai encore quelques doctorants, j'ai des mails qui me sollicitent pour des choses et d'autres, mais j'ai aussi d'autres. J'ai été à Venise la semaine dernière, donc c'est quand même une vie bien agréable. Hein. Je sais, mais maintenant, tu as le temps peut-être de coucher ça. Justement, le temps est compté. Ok, mais c'est à mon avis, il faudrait, on pourra en parler un autre jour, mais garde quand même l'idée de faire quelque chose, parce que je pense qu'à un moment donné, Lieven, il a testé beaucoup de théories. Peut-être qu'il y a, par exemple, la maison d'édition Eleven qui a des tarifs open access très raisonnables. Peut-être qu'on pourrait imaginer un livre d'approche théorique, mais avec des bases empiriques européennes. Mais bon, ça, c'est pour une autre histoire. Mais je trouve que c'est un peu dommage de ne pas le diffuser. C'est un beau projet, hein. Franchement. Il faut des projets et qui sortent un peu. C'est ça aussi, on parlait de la liberté académique, mais le temps de réfléchir, de se sortir. Bon, mais quand on est dans le bain, qu'on a les corrections d'examen, qu'on a toutes les pressions de la vie,
s'abstraire, c'était plus facile dans le temps. Des gens de la génération au-dessus de moi, moi, j'ai pas eu beaucoup ces loisirs. Je vous ai expliqué ma vie, quand même du boulotter, gagner. Mais il y avait des profs qui avaient le temps quand même de ça. Ben, d'ailleurs, les années sabbatiques, bon, j'en ai quand même eu une, ça m'a permis de faire les bouquins, mais ça permet de prendre du recul quand même. Ça, c'est J'ai aussi eu une année de sabbatique, mais seulement une, et c'était fantastique. Alors, on peut vraiment écrire un livre. oui, Et mais c'est ça. Moi, c'est à cause de ça que j'ai pu sortir le livre. Sinon, j'aurais pas pu, hein. Ça, c'est sûr. je me demande ce qui se passe parce qu'il y a, disons, 1000 articles qui sont publiés chaque année en criminologie. Donc, 1000 articles empiriques. Qui va se souvenir de ces articles? Tout le monde connaît les livres de, par exemple, Samson et Loeb et Ouais. Sutherland, sa grande théorie et aussi les résultats empiriques. Mais pourquoi saucissonner tous ces résultats dans une dizaine d'articles? Il n'y a personne qui voit la relation entre les idées et donc pourquoi on fait ça? Donc, on devient l'esclave d'une machinerie. Oui. Les éditeurs, les éditions qui veulent qu'on publie, mais il faut quand même avoir une balance. Donc, ça, c'est pour moi une des challenges dans la criminologie empirique, aussi en Belgique. Surtout parce qu'en Europe, je pense qu'on est un petit peu désavantagé parce qu'on n'est pas anglophone. Donc, on doit faire le même boulot deux fois, Oui, oui, écrire tout à fait. dans sa propre langue et en anglais. Oui, oui, non, ça c'est sûr. Mais ouais, ben, je pense que il faut continuer à lutter, mais de manière intelligente, évidemment. C'est pas aller à contre-courant, c'est pas être passéiste. Non. C'est c'est comme au judo, il faut utiliser les forces, pas de l'adversaire, mais bon, il faut ouais, trouver des stratégies. Ça ne va pas Ouais. tomber du ciel. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi un peu dans cette idée de réflexion. Et donc, ma deuxième question, c'est, et tu l'as déjà répondu de manière indirecte, de nos jours, on a plus les temps et les nouvelles générations, c'est encore pire. La pression pour avoir un CD qui soit compétitif, pour avoir un poste, fait que parfois on doit sacrifier certaines choses. Et donc, la partie pratique que tu as eue, ces contacts directs, tu as beaucoup de professeurs qui n'ont jamais vu de près un délinquant ou un prisonnier. Ah oui. Mais, Mais mais il faut tout pour faire un monde, hein, ben, on citait tout à l'heure Kellens. Kellens a beaucoup été voir les prisons, il a fait partie de. Mais je pense que bon, son travail, c'est un travail de réflexion théorique sur des dossiers et son apport. Et donc, je pense que la criminologie se nourrit aussi de personnes qui ne sont pas dans la pratique, de grands statisticiens. Bon, c'est ce mix. Mais il ne faudrait pas perdre ce regard des cliniciens. Et si possible, quand même, des cliniciens qui ne sont pas que des cliniciens, on va dire, intuitifs, humanistes, pour ne pas citer d'autres écoles. Hein, donc, où il y ait vraiment ce travail scientifique de contrôle, mais où il y a un accès. Eh ben, une des questions qui se pose pour moi en criminologie, c'est notamment les fameux experts auprès des tribunaux. Hein. Alors, bon, c'est sûr, ils sont experts et ils se targuent ou on leur attribue une compétence scientifique. D'ailleurs, ça me rappelle l'époque où, quand j'étais psychologue dans ces institutions, on appelait ça l'équipe scientifique, parce qu'on était universitaire par rapport aux chefs. Mais dans la démarche de l'expert, il y a des éléments qui viennent d'un savoir scientifique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont des tests, voire des tests projectifs, bon, dont certains sont
peuvent être éclairants, mais enfin dont la validité est quand même parfois un peu douteuse, toutes sortes d'instruments parfois tout à fait rigoureux, mais à côté de ça, des interprétations qui sont... Donc, ce savoir-là, donc si c'est pour mettre dans la formation des criminologues des experts qui sont reconnus comme experts, mais sans qu'on ne puisse justement vérifier leur expertise et la manière. Bon, j'ai un bel exemple hein, à Montréal. Il y avait Hubert Van Giesegem, que j'aimais. Il commence à avoir un peu de l'âge, mais il a expertisé en termes des victimes et aussi des abuseurs sexuels et il a fait plusieurs. Mais je trouve que c'était un modèle d'expert parce qu'il allait chercher les références, il allait chercher les articles qui soutenaient quand il avait une idée sur quelqu'un, il allait chercher les 10 références sur Internet ou dans la littérature qui pouvaient étayer ou mettre en discussion ce qu'il annonçait. Alors ça, c'est ce que j'appelle de la vraie expertise. Mais l'expert qui vient pour faire du profiling et expliquer que le tueur, le dépeceur de monstres, il a probablement des cheveux gris et qu'il a peut-être bien une formation de boucher, bon, donc c'est quoi? Donc c'est pour ça, moi je pense que la partie clinique, elle doit rester présente et qu'il y ait des gens, c'est ça que je suis très content que ma successeur Fabienne Glovax, elle continue à faire de la clinique et elle donne les cours et elle fait des recherches avec des chercheurs, des doctorants de très bon niveau. Donc, je pense que c'est possible, mais il faut le maintenir. Et quand j'étais doyen en psycho, j'ai toujours essayé quand même de regarder dans les dossiers quand les grands scientifiques disaient mais le dossier est faible, il n'y a que 4 publications, de dire oui, mais à côté de ça, bon, il y a les publications, il les faut, mais à côté de ça, il y a autre chose. Et donc, bon, certains cliniciens ont pu, en neuropsychologie, c'est la même chose, on peut avoir des neuropsychologues qui ont juste vu des scanners, hein, mais il y en a quand même qui travaillent aussi avec des personnes. Donc, je pense que ça reste possible. Ou bien des experts qui travaillent avec la police locale. Hein, en tant que criminologues, ils sont conseillés et ils ont des données réelles du terrain, de la ville et des zones de délinquance et des processus et des forces de l'ordre, comment ça se passe. Donc, il y a moyen de faire de la criminologie clinique et de la nourrir d'un savoir scientifique. C'est possible, mais il faut être vigilant que cette multidisciplinarité-là aussi reste dans les écoles ou départements de criminologie. Oui, et ça, c'est une tradition typiquement belge, mais aussi suisse, au moins à Lausanne, hein, de travail, parce que comme on a la partie de police scientifique, de sciences forensiques, Voilà. comme on dit maintenant, oui. mais ce n'est à pas... Montréal aussi, hein, à Montréal aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé qu'on avait une parenté vraiment dans l'association, en tout cas l'AICLF, avec Montréal comme pôle, avec la Belgique et notamment Liège comme pôle, avec la Suisse. Hein, bon, on a toujours eu vraiment, la France a toujours été plus à la traîne, on va dire, des petits morceaux. C'est là que je voulais arriver. Hein. Intermédiaire, hein. Ouais. Rosemary Barberette, Freccia, bon, on a toujours une parenté là. Oui, mais c'est là que je voulais arriver. Je veux dire, dans le monde francophone, c'est Canada, Montréal, Belgique, Suisse. Aussi. Et pourtant, en France, collaborer, j'utilise expressément ce mot-là, avec la police, dans certains milieux, c'est presque un crime. Ouais, un crime. Comment, oui. Mais les Français, oui, c'est pas la même chose que nous. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que je suis sûr, moi j'ai des étudiants françaises et français, j'imagine que toi les as eu aussi. Qu'est-ce qui a pu se passer, à ton avis, pour que jamais la France prenne ces trains, hein?
Je t'avoue que je ne suis pas un super spécialiste de la sociologie française. J'ai évidemment toutes sortes d'opinions sur la France et les Français. J'aime beaucoup la France. J'aime un certain nombre de Français. Mais non, et puis les collègues, bon, comme il y a eu bon, quand même un certain nombre de criminologues qui ont eu cette vision large et pluridisciplinaire, mais les institutions ont peut-être encore plus de poids chez eux que chez nous. L'institution universitaire, les pouvoirs à la fois nationaux et régionaux des académies, etc. Je pense que c'est encore plus pesant que chez nous. C'est peut-être moins la bureaucratie, parce que quand je vois des collègues italiens, en Italie, ils se plaignent quand même souvent de l'aspect bureaucratique et qui a tendance à se répandre chez nous aussi, un peu partout. Mais les Italiens ont été des précurseurs de la bureaucratie. Alors en France, moi, quand je parle avec des collègues français, ça a l'air moins pesant la bureaucratie que l'institution. Et donc, le pouvoir des facultés, je pense qu'à l'origine, c'est surtout ça, c'est le pouvoir de la faculté de droit, la toute-puissance de la faculté en tant qu'organe d'une institution séculaire, pense qu'elle ne peut que opter ou coopter des gens qui vont dans cette ligne-là. Et toute velléité de recréer une école, un institut, un département qui aurait une autonomie, ce n'est pas dans leur truc. Donc je ne vois pas un avenir pour la criminologie en tant que telle en France, mais des équipes de recherche, oui, des chercheurs, des professeurs, oui, comme Sébastien Rocher, c'est ça, À Grenoble. à Grenoble, oui. Oui, je pense que c'est intéressant. C'est une bonne question pour les francophones qu'on n'a pas pensé à faire à Huberto, à Candido. Mais bon, eux, ils ont fait l'entretien en français, mais ils ne proviennent pas dans l'univers francophone. Hein. Parce que je pense que peut-être on devrait demander à Laurent Mucchielli, parce que lui, il a un livre qui s'appelle Histoire de la criminologie française, mais en même temps, il a un article dans la criminologie qui s'appelle L'impossible constitution d'une discipline criminologique en France. Hein. Et donc, ces contradictions me semblent intéressantes. Oui, mais Laurent Mucchielli, il a une vision, il fait toujours sa revue en ligne, hein, et il a une réflexion, mais je pense qu'il n'est plus, il n'est plus dans l'université, il n'est pas dans l'université. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, c'est un mystère. Hein. Pourquoi? Par contre, la Belgique a une présence assez impressionnante. Hein. Mais c'est ça que je continue à militer pour que, justement, à Liège, cette présence soit aussi anglo-saxonne et pas seulement sur le terrain francophone. Parce que le droit, évidemment, a tendance à être lié à la langue, hein, Oui. et à un pays. Hein. Alors que la pénologie et la criminologie, évidemment, est beaucoup plus transversale et internationale. Oui. Mais la pratique, si on veut que nos résultats de nos recherches soient utilisés par ceux qui travaillent dans la pratique, par exemple la IPPG ou la prison, il faut, comme tu dis, écrire dans sa propre langue. Donc, on a toujours beaucoup plus de travail que criminologues américains. Oui, mais c'est nécessaire. Je pense qu'on doit continuer. Absolument. Ouais, et encore plus dans les pays qui ont plusieurs langues nationales, comme la Belgique, comme la Suisse, où c'est encore plus difficile. Mais tu allais dire quelque chose, Liven? Oui, dans ce cadre, donc, on a l'internalisation, mais est-ce qu'il y a, dans le futur, encore une place pour des associations nationales? Par exemple, on a eu dans le temps l'association belge de criminologie, comme aux Pays-Bas, aussi l'association de criminologie hollandaise, mais en psychologie, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je n'y crois pas, ça. Enfin,
Bon, je pense que c'était à un certain moment. D'ailleurs, je suis contre tous les nationalismes. Moi, j'aurais voulu une Europe des régions plutôt que des pays, hein. On voit ce que c'est les frontières. Enfin bon, soit. Mais aussi pour ces secteurs-là, bon, on est encore, à cause de la langue, trop cloisonné. Pour moi, de Liège, Aix-la-Chapelle, Maastricht, Cologne, bon, évidemment, Bruxelles, Gand, Anvers, c'est dans un mouchoir de poche pour nous. Et les expériences qui se passent, mais on est trop cloisonné. Donc, mais même faire Eurégio, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que j'ai adoré l'ISRD. Maintenant, une fois que ça devient 50 pays, ça devient quand même un peu trop. Hein? Compliqué, oui, absolument. Quand on pouvait aller à Varsovie ou à Utrecht, mais s'il faut commencer à aller jusqu'au fin fond de la Serbie non, enfin, et puis maintenant, évidemment, il y a les vidéoconférences, on peut se parler, mais il faut quand même garder un peu des voyages. Bon. Oui, absolument. Donc, il faut un juste équilibre entre tout ça. Mais je veux dire, non, moi je ne crois pas assez. Mais en termes, ou alors par rapport à une université, et encore, bon, il y a les amis, les anciens, lors de cette fête, il y avait pas mal d'anciens de criminologues, enfin d'étudiants de l'université, des associations d'alumni. Bon, mais en dehors de ça, sinon, mais des belles commissions fédérales sur la criminologie pour des problèmes particuliers. J'ai parlé d'urbanisme ou d'autres choses, ça je crois, mais refaire des associations nationales, je crois pas. Particulièrement en criminologie. Oui. Alors évidemment, il y a aussi la question des ordres professionnels, mais j'aime autant qu'on n'aborde pas la question parce que, bon, j'ai été associé un peu à ces questions-là pour la psycho, mais aussi à Montréal, ils ont un ordre professionnel, etc. Mais si vous permettez, vu le temps et bien sûr le plaisir de vous voir est parfait, et je trouve que c'est une belle formule. Franchement, je me suis livré, j'ai été moi-même, hein. J'ai pas. C'est ça. Voilà, donc maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Non, nous, justement, c'est ce qu'on veut, c'est les gens qui disent ce qu'ils pensent. Et voilà. pour ces genres de choses, je pense que ces discussions comme ça, lorsque chacun est chez soi, finalement. Oui, maintenant, si on était dans la même pièce, on boirait un verre et une bonne bière. Hein, une bonne bière. Mais la présence d'une caméra et d'un enregistreur parfois pose des problèmes et les gens s'interrompent plus facilement. Donc, je pense que après, il faut faire une réunion personnelle. C'est vraiment chouette. J'ai apprécié ce dialogue. Bon, c'est presque comme si on ne s'était pas quitté depuis hier. Hein. Voilà. C'est vrai, on a quand même, passé, on se connaît en vrai. Ça, oui, tout à fait. Que si c'était la première fois que je vous voyais, bon, je connais Marcello depuis. Et toi aussi. Oui. Mais juste avant de terminer, une chose importante que tu dois mentionner, c'est ta carrière de peintre, hein, que je ne connaissais pas. Merci, voilà. Parce qu'on voit quelques-unes de tes œuvres, mais c'est quelque chose que tu as toujours fait ou c'est… L'histoire de ça remonte. D'ailleurs, allez, je montre un de mes petits trophées de ça. C'est ma première œuvre que j'ai faite. Il faut le monter un peu. Comme ça. Comme psychologue. Quand je travaillais mon premier travail avec des enfants handicapés mentaux. Et pour ne pas faire que du verbal, je faisais de la terre avec eux. Et puis, je reprenais la terre chez moi parce que ce qu'on avait fait ensemble et les peaufiner. Donc, celui-ci, c'est mon premier travail. Donc, ça remonte quand même 1970. Quand même. Donc, j'ai une longue carrière. Mais j'attendais la troisième mi-temps de ma vie pour y consacrer plus de temps et les tableaux. Et alors, et je faisais ça un peu après des thérapies, des choses comme ça. Et là, maintenant, j'ai fait quelques expositions. Ça va. Il y en a qui apprécient. Et ceux qui me suivent sur Facebook voient que de temps en temps, je mets quelque chose.
Voilà. Très bien. Comme ça, tu auras des Merci, gens qui vont te merci. suivre aussi. Merci beaucoup. On a appris aussi ton séjour au Congo. On aura le temps de parler une autre fois. Ça, Oui, il faudra oui. un jour que tu nous parles aussi. Je ne Et- connaissais pas cette. Une vie bien remplie, mais ça va. Et je joue au golf en plus, hein. Ah, impressionnant. Tapiola Pisepala a commencé aussi à jouer au golf. Donc, on peut imaginer une équipe de criminologues, la plupart à la retraite, qui jouent au golf. Hein. Bah Mais oui, bon, il faut avoir du temps, hein, pour jouer au golf. senior. À part Marc Leblanc, qui m'a dit qu'il choisissait toujours ses congrès où il pouvait aller jouer au golf. Ah, ça, je ne savais pas. Moi non plus, je ne le savais pas. Mais il était un très bon joueur. Ok, Là. magnifique. Allez, mais ça prend du temps. Donc, et puis, il faut que le printemps soit là. Hein. Tout à fait. Il Ou faut- tu vas en Andalousie. Hein. On s'était vu en Andalousie. Hein. Oui, mais j'ai joué à la Barossa. Il y avait un congrès, justement, et puis j'y suis retourné. Oui. Ah, voilà. Bien. Michel, merci beaucoup Merci à vous. pour Grand ton merci. temps. Allez, bon travail, bonne continuation, et c'était vraiment un Merci. plaisir de vous voir. Pour nous aussi. Pour Et nous aussi, à la prochaine. ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci. Ciao. Thank you for following Liven and Marcelo's Criminology Podcast. This podcast is edited by Eduardo Coco from the University of Lausanne. Our theme song is Seagull's Night, Noche de Gaviotas, composed by Gustavo Cantero, arranged by Tato Germano, and played by Tato and Gustavo with the voices of Sasha Conte and Alejandro Turco Gujot. Your host are Lieven Pauwels from Ghent University, Belgium, and Marcelo Evi from the University of Lausanne, Switzerland. Cheers, and see you soon.